Et je pense que c'est au fur et à mesure en fait, de prendre le temps vraiment de plus être dans l'observation que d'être dans le faire, surtout que moi je suis plutôt dans le faire. Du coup après l'intégration se fait naturellement, en fait, j'ai l'impression de faire partie de la prairie et que j'ai été accepté sur la prairie. Et on a créé donc notre petit réseau. En fait, c'est toujours des gens qui sont paysans, paysannes, qui sont souvent bio, mais qui n'ont pas l'étiquette naturaliste et qui ont besoin de billes et d'outils. La robustesse et la vie de la ferme, elle n'allait pas être améliorée par le fait de repousser la vie non productive le plus loin possible de l'exploitation, mais par le fait au contraire de l'aviver et de lui donner la plus grande vitalité possible sur la ferme elle-même. Plein de choses, et en fait ce qu'on a surtout fait et qui va à l'encontre du besoin de l'être humain de maîtriser son environnement et de le contrôler, on a laissé des grands endroits dans la ferme où on n'a rien fait, quoi. C'est-à-dire qu'on a laissé pousser les herbes, ce qui fait qu'en plein été, les herbes elles font parfois, pour peu qu'il y ait eu un peu d'eau, 1,50 m de haut, on ne voit pas ce qui se passe de l'autre côté, ce qui est parfois un peu insécurisant. Du coup, vu qu'on est nombreux, on s'est dit qu'on allait se détendre un petit peu en faisant un petit brise-glace. Donc l'idée c'est... on dit rien, vous devez vous parler entre vous pour savoir qui vous êtes en gros. Les paysans, ils vont être dans la Drôme, les naturalistes, ils vont être en Ardèche, et les autres, c'est-à-dire les structures d'accompagnement, ou si vous pensez que vous êtes, vous savez pas vraiment qui vous êtes, et ben vous êtes en Isère là-bas, voilà. Du coup, moi je suis en formation mode reconversion, je suis en formation BTS agricole et Axe. Et du coup, voilà, je suis hyper intéressée par tous ces réseaux-là. Du coup, je suis venue avec une bande de potes qui, eux, sont naturalistes et paysans, paysannes. Et toi ? Oui. Toi, tu viens d'un peu plus loin que la moyenne. Corrèze. Non, je suis dans la carte là-bas, je suis toute seule en Corrèze. Et moi, je suis toute seule en haut à gauche. Ah ouais. Regardez, qui sont les paysans naturalistes. Là, il y a un petit groupe de... Levez la main, les paysans naturalistes. Ouais, bravo. Super. Maintenant, on a un deuxième positionnement. Alors celui-là, il est un peu plus compliqué, mais c'est la production. Alors pas la production que agricole, mais par exemple quelqu'un qui travaille sur les chiroptères, il va aller se positionner à un endroit et essayer de trouver où sont les autres qui travaillent sur les chauves-souris. S'il y a des producteurs de pommes ou de fruits, ils vont se regrouper. S'il y a des gens qui travaillent sur la gestion de l'eau, par exemple, ils vont se regrouper avec d'autres. S'il y en a qui fabriquent des nichoirs, par exemple, ils vont essayer de trouver d'autres personnes qui fabriquent des nichoirs. Bon courage. Je fais des podcasts. Tu fais quoi, toi ? Je fais des brebis. T'es éleveur de brebis ? Ouais. Ah oui, donc t'es au mauvais endroit alors ? Mais je bosse à la LPO aussi. Ah d'accord, ok. Jeudi 22 février 2024, le réseau des fermes paysannes et sauvages organisait, avec l'aide de la LPO, une journée de rencontres pour favoriser la création de groupes locaux, de fermes et naturalistes engagés pour une agriculture qui œuvre avec le vivant. Plus de 150 personnes ont répondu à l'appel. Des paysans, des paysannes, des naturalistes, mais aussi des associations comme Paysans de Nature, Réensauvager la ferme, l'association Hirondelle au champ, Terre de Liens, Agribiodrome, le Civam Drôme, la DAF Arbres et Sols Vivants, ainsi que la Chambre d'agriculture de la Drôme, des communautés d'agglomération, de communes, des formateurs et formatrices du monde agricole, des étudiants et étudiantes, des chercheurs et chercheuses, étaient présents pour montrer leur soutien à cette démarche. Elsa Gartner, paysanne à la ferme du Grand Laval et co-organisatrice et animatrice de la journée, m'a proposé de faire un épisode de podcast pour mettre en lumière la richesse de cette journée. C'était un sacré défi. 4 heures de prise de son, une quinzaine de personnes interviewées. Tout ça, j'ai tenté de le faire rentrer dans 3 petits épisodes qui, j'espère, vous plairont. Baptiste Morizot, philosophe du vivant et cofondateur de l'association Réensauvager la ferme, a introduit la journée en rappelant la jeunesse de ce réseau,
en célébrant la rapidité avec laquelle il a grandi et en dressant un tableau d'un contexte actuel qui, plus que jamais, appelle à la mise en réseau, au tissage de liens. Il y a quelques années, on en parlait avec ça tout à l'heure, il y a 4-5 ans, on était 2, 3, 4, 5 à imaginer ça sur un coin de table dans une grange et qu'on est là aujourd'hui. C'est dur de parler de tout ça en 15 minutes, je voudrais simplement essayer de capturer quelque chose comme un air du temps et pour être honnête, ça ne sert à rien de se le cacher, la lumière décline, on entre dans une période sombre, aussi bien géopolitiquement, on le sait tous, là on n'y pense pas, mais que humainement, que politiquement. On entre dans une période sombre pour l'agriculture biologique, pour les agroécologies, pour l'agriculture paysanne. Ça va secouer très fort. On le voit avec la défaite politique colossale qui a eu lieu ces derniers mois et le triomphe des lobbies de l'agriculture industrielle et extractiviste au moment de la mobilisation. Quand la lumière décline, le pire, c'est de se retrouver tout seul. Ça veut dire qu'il faut se mobiliser, qu'il faut bien évidemment essayer de travailler avec les forces politiques qui vont dans notre sens, avec les syndicats qui sont dans notre esprit, avec la Confédération paysanne, avec l'Atelier paysan qui a une réflexion globale sur la paysannerie. Et ça veut dire que parallèlement, c'est peut-être le moment de passer à une autre conception de l'agriculture, de la paysannerie. Et nous, c'est ça qui nous anime, c'est un changement de culture, un changement d'attitude. Quand la lumière décline et qu'on rentre dans une période sombre, si le pire c'est de se retrouver seul, nous, ce qu'on a décidé, c'est de passer des alliances. On a décidé de passer des alliances entre nous, c'est sûr, c'est évident, mais on a décidé de passer des alliances avec d'autres formes de vie. Ça, c'est un peu une manière de parler de ce qu'on fait, et c'est une manière de rappeler l'erreur, l'errance de l'agriculture moderne, industrielle, qui a considéré que l'agriculteur était seul. Alors il est seul sur son tracteur, c'est sûr, mais au-delà de ça, c'est une conception du monde dans lequel l'agriculteur comme producteur, il est seul dans un monde de matière muette et réticente et qui doit mettre au travail pour la faire produire. Et nous, on pense que cette approche-là, qui a considéré que la nature, le monde vivant, c'était une matière muette qu'il fallait faire produire, et que le sauvage, c'était essentiellement des espèces nuisibles qui venaient emmerder la production, c'est une conception profondément fausse de ce que c'est que le métier de paysan. En fait, il n'y a pas de solitude paysanne. Le monde paysan, la ferme, est surpeuplé. Il est surpeuplé de formes de vie. Et ce n'est pas simplement des jolies petites libellules posées sur le paysage. Ce sont des forces écologiques qui font la ferme, qui la font fonctionner, qui lui donne sa vigueur, sa prospérité, sa robustesse. Alors qu'est-ce que ça veut dire passer des alliances avec ceux qu'on ne connaît pas ? Pour moi, c'est la définition de la paysannerie. 140 millions de tonnes de céréales aujourd'hui dans le monde sont produites exclusivement par des vers de terre. 6% de la production céréalière au monde est produite par des vers de terre. C'est un article de Steven Dafonte de l'Université du Colorado dans Nature Communication en décembre 2023. Il a fallu attendre décembre 2023 pour se rendre compte que 6% de la production céréalière était façonnée par des vers de terre. Et lorsqu'on demande à ces chercheurs le fonctionnement biologique qui permet aux vers de terre, 4000 espèces, 150 en France, 10 espèces connues dans leur biologie, quand on demande quel est le mécanisme biologique qui leur permet de doper la production végétale entre 25 et 300%, on ne sait pas. On est foutu d'envoyer des gens sur la Lune et de fissionner l'atome, mais on ne sait pas pourquoi les vers de terre dopent la production végétale. Et c'est une espèce sur des centaines de milieux sur chacune des fermes, des paysans et paysannes ici présents. Donc Vincent, maraîcher dans la Drôme depuis 4 ans, j'arrive du sud-ouest et donc je fais du maraîchage sur un demi-hectare avec un peu de poules pondeuses sur une jolie bulle pour cultiver. Ok. Est-ce que tu peux nous dire un peu la place du sauvage à la ferme ? Est-ce qu'il était déjà existant quand tu es arrivé ? Est-ce que tu l'as accompagné à se déployer ?
Ouais, il était déjà existant vu que c'est une prairie qui n'était pas utilisée depuis 30 ans au niveau des cultures. Il y avait des brebis dessus. Ça avait été déjà aménagé avec des haies extérieures et une petite haie intérieure pour pouvoir faire des petites parcelles de maraîchage. Du coup, le sauvage est très présent sur cette petite bulle. Donc moi, j'ai juste eu à l'accompagner ou à m'intégrer là-dedans plutôt, je dirais. Et qu'est-ce que tu as fait pour t'intégrer là-dedans et l'accompagner? Je pense qu'il faut observer déjà pas mal et essayer de comprendre qu'on n'est pas que nous dans la prairie, qu'il y a beaucoup de monde autour, beaucoup de vivants. Et je pense que c'est au fur et à mesure en fait, de prendre le temps vraiment de plus être dans l'observation que d'être dans le faire, surtout que moi je suis plutôt dans le faire. Du coup après l'intégration se fait naturellement, en fait j'ai l'impression de faire partie de la prairie et que j'ai été accepté sur la prairie. Grâce au réseau que j'ai pu faire, en fait, la LPO est venue, donc je sais que j'ai une trentaine d'espèces d'oiseaux. Donc moi je peux voir qu'il y a plein d'oiseaux mais je ne les connais pas forcément tous. Du coup, on voit qu'il y a quand même beaucoup de vivants en fait, qui existent là déjà, en fait, avec une petite mare aussi. Donc des gens sont venus faire une analyse de la mare. Donc on m'a expliqué qu'il y avait des tritons cendrés, des tritons. Donc j'apprends en même temps que je participe à cette prairie. Moi, au niveau naturaliste, je ne connaissais pas grand-chose. Du coup, au niveau des espèces, moi, c'est surtout les poules et les brebis que j'ai rajouté. Sur ce qui est le vivant, en fait, c'est déjà en place. Moi, j'essaie vraiment qu'il y ait une partie de la prairie qui est dédiée à elles, quoi, ou à eux, quoi. Le réseau, pour moi, c'est ce qui m'a fait avancer en 4 ans assez vite dans la Drôme, parce que j'arrive de nulle part, c'est une reconversion, donc c'est grâce à ça que j'arrive à toucher du bout des doigts pour l'instant un peu tout ce qui est le vivant en fait réel, quoi. Comme j'ai l'honneur de pouvoir œuvrer sur cette prairie, en fait, je reçois les écoles. Je suis sur une petite ferme de montagne du sud de la Drôme où on élève des vaches allaitantes Aubrac qui sont en extensif 8 mois de l'année dehors et qui produisent de la viande pour les humains. On cohabite beaucoup. Moi, je vois plutôt le gros sauvage, le gibier et tout ça que je vois régulièrement, avec qui on cohabite plutôt bien. Le petit sauvage, je le vois aussi, mais pour l'instant, il est un peu plus invisible. Alors, c'est des montagnes sèches avec des chênes et des buis et des genêts au sud, des pins sur les versants nord, plutôt abruptes, avec quelques vallées où il y a un peu des pseudo-prés. Venir à la journée, c'était pas de la curiosité, mais un intérêt pour découvrir plus. Et oui, créer des réseaux avec des gens qui ont cette attirance-là, c'est sûr que ça aide à mettre en place des choses, que d'être tout seul dans son coin, on ne prend pas forcément le temps. Ça fait un moment qu'on parle d'installer des nichoirs, on n'est pas encore passé à l'action. Mais en dehors des actions humaines qu'on peut faire, il y a déjà des choses qui se mettent en place toutes seules avec les troncs de bois morts, les zones humides qu'on laisse le plus possible tranquilles. Donc il y a des actions humaines, il y a aussi des actions qui se font juste par du bon sens. J'ai pu échanger pendant les pauses avec quelques personnes, paysannes et paysans, naturalistes, et parfois les deux en même temps. Marianne, de la ferme du Rouge-Queue, me raconte la naissance de l'association des fermes paysannes et sauvages, et comment, à la ferme du Rouge-Queue, ils ont accueilli le vivant, déjà en se retenant de faire des choses, et plutôt en laissant des espaces où on ne fait rien. Marianne, je suis paysanne à la ferme du Rouge-Queue. Donc on est installé avec mon compagnon Alain depuis 2019 et on fait des productions du maraîchage. On a un petit atelier poules pondeuses, des petits fruits et on est en train de commencer un verger diversifié. Et quand on est arrivé sur cette ferme-là, ça faisait 10 ans qu'elle n'avait pas été en production. Donc pour nous, c'était un milieu qui était déjà sauvage. Et en fait, on s'est dit, on veut avoir une production, mais on ne voudrait pas abîmer ce qui est déjà là. Donc c'était notre première interrogation, mais ni Alain ni moi ne sommes naturalistes, on ne savait pas trop par quel bout commencer, etc. Et en fait, Seb de la ferme du Grand Laval, c'est le cousin double germain d'une super amie à nous, et qui nous a dit, mais tu sais, mon cousin a monté une ferme, en plus c'est un naturaliste, etc. Et donc on est allé vers lui,
Et on a commencé à discuter. Dans les discussions, justement, j'ai trouvé que leur logo, où il y avait marqué Ferme Paysanne et Sauvage, je le trouvais génial. Donc je leur ai demandé, est-ce que nous, on pourrait avoir le même logo que vous? Et en fait, dans la discussion, on s'est dit, mais en fait, ce serait génial, si moi, ça me parle, c'est que ça doit parler à d'autres paysans. Et donc, on a décidé de créer cette association, quoi. Vous avez eu envie de préserver, de ne pas abîmer ce qui était déjà là. C'est ça. Est-ce que tu peux me donner des exemples de choses que vous avez faites très concrètement, genre 3 ou 4 actions que vous avez mises en place, au-delà du fait de préserver, par exemple, un gros roncier ou... Oui, au fur et à mesure, en fait, on a mis en place plein de choses. Et en fait, ce qu'on a surtout fait, et qui va à l'encontre du besoin de l'être humain de maîtriser son environnement et de le contrôler, on a laissé des grands endroits dans la ferme où on n'a rien fait, quoi. C'est-à-dire qu'on a laissé pousser les herbes, ce qui fait qu'en plein été, les herbes, elles font parfois, pour peu qu'il y ait eu un peu d'eau, 1,50 m de haut. On ne voit pas ce qui se passe de l'autre côté, ce qui est parfois un peu insécurisant. Mais en même temps, c'est parfois en faisant rien que... quand tu as des herbes hautes, les insectes, les petits mammifères, etc. peuvent se cacher, les oiseaux aussi peuvent se reproduire, ils ont de quoi se nourrir, etc. Donc c'est des lieux qui sont vraiment hyper importants. Et justement, c'était de se retenir de vouloir faire des choses. Ça, c'était je dirais, la première chose, alors qu'on a une tendance à toujours être dans le faire plutôt que d'être dans l'être. Et qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Quand on coupait des branches ou pour débroussailler un peu le terrain, au lieu de les brûler, comme font malheureusement la plupart de nos voisins, on faisait des tas qu'on laissait un peu partout. Voilà. Et donc ça, on s'est dit, ça, c'est des vrais hôtels à insectes, et pas les magnifiques hôtels à insectes que tu peux acheter tout fait dans les magasins de décoration. Voilà, c'est plein de petites choses comme ça qu'on a fait, qu'on n'a pas fait en fait. Voilà. Le non-faire. Ouais, c'est le non, mais c'est le non-agir en fait. Je pense que, et c'est ce qu'on essaie de dire aussi quand on parle un peu avec nos collègues agriculteurs, etc. C'est de faire revenir la biodiversité sur ta ferme, sur ton exploitation, je sais pas comment chacun peut l'appeler. C'est souvent en se retenant de faire quelque chose, quoi. Voilà. Et une dernière petite question, de ce que tu as vu aujourd'hui dans cette journée d'échange, où on était environ 150, est-ce que tu as vu des petites pousses d'associations, de paysans qui vont se réunir et faire comme vous? Ouais. J'ai eu la chance d'animer un petit groupe, c'est le groupe Occitanie Gare. Bon, c'était un groupe géographiquement avec des gens qui venaient un peu partout, donc c'est pas eux, ils vont pas se fédérer en faisant une association ensemble, mais en tout cas chacun était une petite graine, et on sentait qu'elle avait besoin d'être à peine arrosée pour fleurir et créer des choses autour d'elle, quoi. Donc voilà, on a senti qu'il y avait vraiment une envie de faire des choses, quoi. Est-ce qu'il y a un conseil que tu donnerais à quelqu'un qui n'est pas venu à la journée et qui aimerait créer une antenne moi, je dirais c'est d'abord d'aller voir les acteurs autour de chez eux, les CIVAM, la LPO, voilà, des acteurs comme ça, des associations de préservation de la biodiversité, etc. Et leur demander, est-ce que... vous n'avez pas entendu parler d'autres fermes qui font des choses, qui mettent en place des choses pour refaire venir du sauvage sur la ferme, etc. Voilà, vraiment d'essayer de se créer un réseau, en fait. C'est autour de chez soi, se créer un petit réseau, et ça fait rapidement boule de neige. Quand on voit, nous, notre association, elle a moins de 4 ans, et dès qu'on en parle à qui que ce soit, c'est les gens, les yeux qui brillent, quoi. Ça fait rêver, on a envie d'y participer. Voilà, donc c'est faire rêver, trouver des gens avec qui rêver et faire rêver tous les gens autour, quoi. Voilà. Des espèces qui sont des forces et des dynamiques. Et c'est toute notre idée, quand elles sont présentes, quand elles sont vivantes, quand elles sont diverses, quand elles sont en abondance, ce sont elles qui vont nous permettre, nous aider à traverser les turbulences qui arrivent. C'est ça l'inversion de la logique, et c'est pour ça qu'on appelle ça, on a appelé ça ferme paysanne et sauvage, ou réensauvager la ferme, au-delà de la provoque de la chose. C'est qu'en fait, c'est quand même fondamental de se souvenir de l'affaire.
Pourquoi est-ce qu'elles sont sauvages? Pour une seule raison toute simple, c'est qu'on ne les a pas domestiquées. On ne les contrôle pas, on ne contrôle pas leur croissance, on ne contrôle pas leur génome. On ne les a pas domestiquées ni au sens biologique ni au sens anthropologique. Ce sont des forces sauvages. Les vers de terre, les pollinisateurs sont des forces sauvages, non domestiquées. Les champignons, sur lesquels aucune culture n'est possible, sont des forces sauvages, non domestiquées. Les biorégulateurs, les décomposeurs sont des forces sauvages, non domestiquées. Ce sont des milliers d'espèces qui rendent possible le fonctionnement d'une ferme, dès lors qu'on arrête de les considérer comme de la nature passive. Pour que tout ça fasse sens, pour commencer à y voir quelque chose, l'enjeu pour nous, ça a été de dire qu'il fallait apprendre à voir. Ne serait-ce qu'apprendre à voir qui est là, apprendre à comprendre comment ça fonctionne. Moi, ce qui m'anime dans cette affaire, c'est une idée que certains trouvent saugrenue, mais je la soumets souvent aux paysans, paysannes avec qui je discute pour voir si ça leur parle. Pour l'instant, pas trop, hein, donc rassurez-vous. C'est que l'un des malentendus fondateurs pour moi de l'agriculture qu'il a amené dans le mur, au-delà de son branchement sur des économies capitalistes et extractivistes qui sont de toute façon insoutenables, c'est la compréhension de son rapport au monde vivant et c'est l'idée de production. C'est l'idée que les paysans, paysannes ici présents produisent, qui vendent leur production. Eh bien, je suis désolé, mais philosophiquement et en tous les sens raisonnables du terme, ce n'est pas vrai. Aucun d'entre vous n'a jamais rien produit au sens fort. Et alors, comment est-ce qu'on appelle ce que vous faites? Parce que je reconnais qu'il y a du boulot quand même. On en discute pas mal à nouveau entre nous. Moi, je me dis, est-ce qu'on ne pourrait pas appeler ça de la coproduction? De la coproduction multispécifique, c'est-à-dire de la coproduction entre différentes espèces. Et je reviens à mes vers de terre. 6% de la production céréalière aujourd'hui, 25 à 300% de rendement en plus généré par les sols avec des vers de terre par rapport à des sols sans vers de terre. C'est de la coproduction multispécifique. Il y a des milliers d'espèces qui contribuent à la moindre pêche, pois chiche, agneau, que œufs que vous sortez. Et donc elles sont coproduites, on ne peut pas le dire autrement. Et qu'est-ce qui se passe quand on arrête de produire la matière pour nourrir, mais qu'on coproduit avec une diversité d'espèces dont on ne comprend pas la richesse, le nombre et le fonctionnement? En fait, on est obligé de changer de rapport au milieu. Ce qui est important, c'est de se souvenir que tout dépend des contextes agricoles, des pratiques culturelles, tout dépend des contextes géographiques. Ici, c'est un peu né dans la Drôme et dans des contextes qui héritaient de milieux qui ont été fracassés par l'agriculture industrielle pendant des décennies. Et donc, on s'est retrouvé dans cette idée que, en fait, on n'héritait pas d'une réserve et on ne voulait pas faire une réserve naturelle. On voulait faire de la paysannerie autrement. Dans le modèle idéal, quand c'est possible, quand ça fait sens, en tout cas c'est de là que c'est parti, de la polyculture élevage, du simple fait que ça génère de l'hétérogénéité d'habitat, mais c'est pas toujours possible, ça fait pas toujours sens. Dans tous les cas, essayez d'imaginer ce que ça veut dire faire de la place, parce qu'on a appris à voir que le monde était surpeuplé, et que la robustesse et la vie de la ferme, elle n'allait pas être améliorée par le fait de repousser la vie non productive le plus loin possible de l'exploitation, mais par le fait au contraire de l'aviver et de lui donner la plus grande vitalité possible sur la ferme elle-même. On est installé essentiellement en vigne. On a 7 hectares de vignes et on a essayé de se diversifier un peu, mais on a essayé en tout cas d'initier un peu de la polyculture élevage. Au départ, plutôt au service de la vigne. C'est pour ça qu'on a appelé ça ferme vigneronne, parce que on a des vaches, on a des brebis, on a des poules, on a des ruches, mais qui étaient là pour être autonomes en fertilisation, pour la gestion de l'herbe. Alors, on avait déjà quelques petits ateliers. On fait un peu de jus de pomme, d'huile d'olive, des amandes, un peu de crème de marron. Parce que sur toutes les faces nord, en fait, c'est très vallonné chez nous, en Ardèche. Donc du coup, les faces sud, c'est plutôt la vigne traditionnellement. Les faces nord, c'était plutôt la châtaigne. Les surfaces un peu plus plates, c'était... Donc on avait déjà amorcé notre transition avec Dimitri sur la partie agroécologie. Au bout de 5-6 ans, on sentait qu'il y avait qu'il manquait quand même quelque chose. Et donc, en rencontrant surtout Sébastien au départ...
Et après, en lisant surtout aussi les ouvrages de Baptiste, ça nous a ouvert les yeux sur, en fait, sur ce qu'on avait sous nos pieds, quoi. Mais au-delà, on va dire, des infrastructures, c'est surtout la prise de conscience, la façon d'appréhender en fait notre ferme, quoi. Et moi, il m'est venu un peu une image que du coup j'utilise pas mal quand je présente la ferme et que je la fais visiter. Les gens aujourd'hui sont plutôt au fait de tout ce qui se passe dans notre intestin, de tout, quand on parle de microbiote. Ils ont bien compris que quand ils prennent des antibiotiques, ça leur détruit leur flore intestinale et que du coup, après, il faut prendre des probiotiques ou manger. Donc, moi, j'aime bien dire qu'en fait, notre ferme, c'est un peu la même chose. C'est un petit peu comme un intestin, ça fonctionne vraiment en symbiose. Et donc, tout ce vivant, c'est ça qui fait que la ferme fonctionne, quoi. C'est vraiment à la base de ça. Parce que maintenant, je ressens, en fait, quand je marche sur la ferme, c'est juste le fait d'avoir changé mon regard et de ne plus me sentir seule, en fait. De me dire, mais... Et alors, j'ai pas encore... petit à petit, on apprend des choses, mais limite, c'est... Alors si, ça nous intéresse quand même de pouvoir nommer, de pouvoir... voilà. Mais j'ai l'impression que finalement, le fond du sujet, il n'est pas forcément dans... Nommer. Oui, justement, en fait, on n'est peut-être pas... Alors, c'est intéressant de nommer parce que ça permet de connaître. Et quand on connaît, du coup, on respecte mieux, on comprend mieux. Mais rien que le fait d'observer, de regarder, de sentir la présence, juste d'y faire attention, Et moi, c'est vraiment ça que je vois. C'est aujourd'hui, quand je suis dans la ferme, quand je taille, par exemple, ma vigne, je mets une main par terre, une main sur mon sécateur. La main par terre, je vais remarquer qu'il y a quelque chose à côté, qu'il y a une petite araignée qui monte. Je l'observe. En fait, ça a changé mon rapport. C'est plus par rapport à ça. Alors, je viens d'une famille d'agriculteurs, mais du coup, j'ai un peu rejeté ça pendant une dizaine d'années. J'ai voulu... voyager, voir le monde. J'ai passé mon temps avec un sac à dos à aller dans les 4 coins du monde. Et en fait, aujourd'hui, ce dont je me rends compte grâce à ça, c'est qu'en fait, l'incroyable richesse, elle est là, elle est juste autour de nous et en fait, elle est inconnue, quoi. Les gens, dans l'imaginaire commun aussi, pensent que par contre, quand ils sont à la campagne, dans une prairie, c'est le calme, c'est le repos, c'est ça apaisant. Et en fait, quand tu réfléchis un tout petit peu, justement, au-delà des frontières de l'humanité, et quand tu penses aux vivants de manière générale, alors là, mais tout d'un coup, tu te dis, mais oui, non, en fait, c'est quand tu es dans ta prairie que ça grouille. Et là vraiment, t'as un truc intersidéral, quoi, presque, en fait. Vous venez d'écouter Laure, paysanne au domaine de l'Orient et membre des fermes paysannes et sauvages. Le domaine de l'Orient est une ferme vigneronne qui se diversifie en coproduisant avec une vie sauvage de plus en plus présente sur la ferme, du raisin et du vin, mais aussi de l'huile d'olive, des châtaignes, de l'élevage de moutons, de vaches, de cochons et de poules, de la cueillette sauvage, du potager et bien d'autres choses. Alors, je voudrais dire 2 mots sur, on va dire concrètement, qu'est-ce qui se passe. Parce que c'est intéressant, c'est souvent une question qu'on nous pose, de nous voir en disant, mais alors, comment on fait Et j'entends bien qu'on ne nous demande pas là le plan des nichoirs. Et en fait, ce que les gens nous demandent souvent, c'est le protocole. Et ça nous laisse perplexes, notamment avec Sébastien, parce que je vais vous livrer le secret aujourd'hui, ce matin. C'est qu'il n'y a pas de protocole. Et en fait, au début, je me suis dit c'est une catastrophe, ça veut dire qu'on ne sait pas du tout ce qu'on fait. En fait, c'est pas ça, c'est que c'est pas un problème de protocole, c'est un problème de conversation avec le milieu. C'est-à-dire que, en fait, pour le dire concrètement, souvent la question c'est mais où sur la ferme et quand je peux laisser de la place, je peux façonner ou favoriser le retour d'un milieu, d'une succession végétale, d'une bande enherbée et élargie, de milieux aquatiques, où et quand, et comment ça s'articule avec le vrai travail, qui est le travail paysan.
Parce encore une fois, nous, dans l'approche ferme paysanne et sauvage, on ne fait pas des réserves, on fait de la paysannerie, on fait des fermes. Et en fait, la beauté de la chose, c'est que c'est quelque chose qu'on apprend sur le chemin. En fait, c'est ça le chemin, à mon sens, des fermes paysannes et sauvages. Et c'est un chemin qui peut avoir l'air d'être erroné parce que ce qui le caractérise, c'est le trouble. Et notamment, le trouble, il est très clair, c'est que la paysannerie, c'est mettre les mains dans les choses. C'est transformer le milieu, c'est impacter, c'est tuer. Et donc, en fait, on peut se dire, mais en fait, comment je fais? En fait, là, j'ai laissé cette bande enherbée, mais maintenant, il faut que je la coupe. Finalement, maintenant, je suis au courant qu'il y a de la nidification dans ma parcelle, mais je dois passer le tracteur. Alors, comment je fais? Est-ce que j'ai les jumelles sur le tracteur comme Seb et que je fais des sillons pas droits parce qu'avec les jumelles, j'essaie de voir où sont les nids et de les contourner? Ou est-ce que là, je décide de passer parce qu'il faut passer et que... Et bien, en fait, ça c'est un trouble constant. C'est le trouble du conflit entre les exigences paysannes et les exigences de favoriser de la vie. Et ce trouble, et c'est ça le point de l'affaire, ce n'est pas le signe qu'on se trompe, c'est le signe qu'on est au bon endroit, en fait. C'est ça qui nous anime. Raviver les dynamiques vivantes de la diversité et de la richesse de vie sur une ferme contribue à sa robustesse, à sa prospérité, à sa capacité à encaisser les turbulences qu'on va traverser, qu'elles soient climatiques ou qu'elles soient sociales. Mais les alliances, bien sûr, elles ont aussi lieu entre humains, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Avec Elsa et Laure, on rentre dans le concret, le but de cette journée. Comment faire réseau? Créer un groupe qui soit au service de cette vision de la paysannerie que présente Baptiste Morisot. Comment l'association des fermes paysannes et sauvages, premier exemple de concrétisation de cette vision, s'est-elle créée? Donc en fait, au départ, nous, les fermes paysannes et sauvages, c'est parti d'une envie toute simple. Alors moi, je suis associée à la ferme du Grand Laval à Montélier avec Sébastien Blache qui est là-haut. Et au départ, c'était, on fait tout ce travail sur cette ferme. On est labellisé bio, mais le consommateur, quand il achète le bocal de haricots, il ne sait pas en fait qu'on va bien au-delà du bio, qu'on a une démarche vraiment de naturaliste, de paysan naturaliste, une démarche envers la nature, un peu, enfin ce qu'expliquait Baptiste ce matin. On est parti sur un truc ferme bio, paysanne et tout ça. Et puis c'est Baptiste qui nous a suggéré le mot sauvage. Alors il nous a suggéré aussi d'autres trucs, genre ferme crade. Enfin voilà, il y avait d'autres trucs, on était là, non, sauvage c'est bien. Donc on a mis ça sur nos bocaux, on s'est fait un petit logo joli. Et puis là, il y a Marianne qui vient nous voir, qui me fait « Mais Elsa, moi aussi je veux le même logo ». Donc t'es là même, bah oui, mais alors attends, il va falloir qu'on définisse ce que c'est une ferme paysanne et sauvage. Et là, on a passé 1 an à définir ce qu'était une ferme paysanne et sauvage. Et le mot sauvage, finalement, en soi, on l'a défini assez rapidement. Le mot paysan était beaucoup plus dur et je pense qu'on ne l'a toujours pas défini. Chacun a un peu sa définition à lui ou à elle. Mais du coup, Laure vous présentera un peu les définitions qu'on a conclues ensemble et qu'on suit un peu comme un fil rouge dans notre association. Et puis ensuite, les autres sollicitations, c'était ça, c'était les paysans et paysannes autour de nous qui nous ont sollicités pour répondre à des questions. Moi, je me souviens de Sylvain Thévenet, qui était de la ferme Saint-Maurice, qui était venu nous voir en disant, en fait, voilà, moi j'ai cette ferme, je veux faire ça, comment je fais Et on a créé donc notre petit réseau. En fait, c'est toujours des gens qui sont paysans, paysannes, qui sont souvent en bio, mais qui n'ont pas l'étiquette naturaliste et qui ont besoin de billes et d'outils. Donc pendant 1 an, en fait, on a créé cette petite association, on l'a conceptualisée. Alors dans notre cas, vous verrez qu'elle est associée à un point de vente collectif. On a au départ, du coup, utilisé des statuts d'un magasin de producteurs, donc en gros, pas du tout adapté à ce qu'on avait. Depuis, on les a changés. Et puis, on a fait la charte. Et là, la charte, je crois qu'on a mis à peu près 2 ans pour la faire. Et c'était, en gros, au départ, on était quand même 5 fermes vraiment proches. Et puis, il y en a un qui nous a rejoint, une autre ferme qui nous a rejoint. Et à chaque fois, de se dire, alors là, on va procéder comme ça, on va procéder comme ci.
Et au fur et à mesure, on a créé une petite charte avec un peu des petites règles de base que Laure vous détaillera juste après. Et aujourd'hui, je crois que c'était il y a 2 semaines, on a finalisé les étapes d'intégration des nouvelles fermes. C'est pour ça que les gens qui nous sollicitent, on met beaucoup de temps à répondre parce qu'en fait, on n'était pas prêts. L'asso, elle a été créée en 2020, donc on a commencé à réfléchir aux fermes paysannes et sauvages en 2019. Donc c'est très long. En fait, c'est un processus qui a été très long parce que en fait, ça n'existait pas avant. On avait un petit peu des billes de paysans de nature, mais on a fait notre petit truc à notre sauce, un truc qui nous correspondait à nous, et donc il a fallu du temps. Et là, on est en passe du coup de signer une convention avec la LPO et avec Paysans de Nature, une convention tripartite pour se rapprocher, pour se souder un peu et montrer qu'on est un réseau dense et puis qu'on est important, quoi. Donc du coup, moi, Laure, je suis vigneronne domaine de Lorient, donc Saint-Péret, c'est côté Ardèche. Donc effectivement, on estime qu'un territoire, c'est pas juste départemental, donc c'est un peu la base. On pense que donc, pour faire fonctionner un groupe, déjà, il faut savoir un peu qui on est, comment on se définit. C'est pour ça donc on a écrit une charte. Donc il y a des exemplaires aussi qui ont dû passer. Sinon, elle est aussi disponible sur notre site internet. Donc la charte, en gros, elle permet un peu de se mettre d'accord sur certains points. Donc, ferme paysanne et sauvage. Donc, déjà, qu'est-ce que c'est une ferme paysanne ? C'est vrai que c'est une définition qui est un peu touchy, le mot paysan. Mais de base, rien qu'étymologiquement, c'est des gens qui façonnent leur paysage. Donc, on essaye de dire, on s'inscrit dans notre territoire, on est présent, on est actif localement, au niveau sociétal, au niveau de la transformation de notre territoire. On n'est pas labellisé, on n'est pas des fermes nécessairement labellisées bio, mais en tout cas, on a une démarche agroécologique paysanne, ça c'est sûr. On n'utilise pas de produits de synthèse, et voilà. Après, il y a certaines personnes qui ne veulent pas s'engager dans une certification officielle, c'est leur choix. De fait, on va visiter les fermes et on regarde quand même comment elles travaillent. Ça inclut également aussi le fait d'être des paysans. Pour nous, ça veut dire être responsable et être souverain de ce qu'on fait et de son savoir-faire. Donc, c'est beaucoup lié, par exemple, avec effectivement tout ce que promeut l'atelier paysan, de reprendre la terre aux machines, entre guillemets, de se réapproprier notre savoir-faire, nos outils, et également sa vente, d'aller donc on promeut pas mal aussi le circuit court, ça c'est important pour nous, d'essayer d'être maître un peu de tout ça. Par contre, on n'a pas de cahier des charges, alors peut-être parce qu'on est encore un peu jeune, mais aussi je pense que c'est une volonté. On n'a pas des normes qui définissent exactement qu'est-ce que c'est une ferme paysanne et sauvage. Chacun avance à son rythme. Chacun est maître de ce qu'il fait. C'est plus une vision globale qu'on a en disant voilà comment on envisage les choses. Après, du coup, il y a la dimension sauvage. On est un peu, ce serait même prétentieux de dire chef d'orchestre parce qu'effectivement, on ne se rend pas du tout compte de tout ce qui se passe autour de nous. Donc, on est plutôt le petit violoniste au fond qui est là et qui essaie de... de toute façon, qui n'a pas le choix, qui doit faire alliance avec ce qui l'entoure. Mais par contre, donc, l'idée, c'était d'essayer de comprendre un petit peu ce qui s'y passe, comprendre tout ça pour mieux le connaître et du coup changer notre regard. Et donc là, ça va se concrétiser en deux choses. Il y a où on va pouvoir agir concrètement. Donc c'est ce qu'on appelle un peu, ce qu'on dit de l'hospitalité active par exemple. Avec Brice, on fait de la pose de nichoirs massive. Quand on met pas un nichoir à maison dans un coin, mais on se dit on va envoyer du nichoir quoi, pour vraiment refaire venir une vraie dynamique, des vraies communautés qui puissent fonctionner. Quand on fait des mares, pareil, on essaie de faire des réseaux de mares, on se dit allez bam, on balance une mare hectare, on est dans ce genre un peu d'action. Et après, le deuxième volet, c'est où là, comme on disait, on est paysan, on produit, donc du coup, parfois, on va être plein de contradictions. Mais en fait, quand on le fait,
on va le faire en conscience. Donc quand on va détruire en conscience. Quand on doit débroussailler avant les vendanges, parce que sinon ça pique les jambes des vendangeurs, et ben on le fait le plus tard possible. On essaye de le faire en dehors de la saison, juste avant les vendanges. Enfin voilà, on s'adapte un petit peu. C'est pour ça qu'on a imaginé cette forme de réseau qui réactive des formes de solidarité paysanne qui sont vieilles comme la paysannerie, qui sont très belles, qui sont fondamentales. C'est pour ça que ça implique aussi de réimaginer les formes d'engagement politique qui sont capables de faire face au triomphe d'adversaires qui sont actuellement déterminés à aller vers le pire. C'est important d'imaginer qu'est-ce que ça veut dire faire réseau, qu'est-ce que ça veut dire faire alliance entre nous, s'accompagner mutuellement et de discuter ensemble, de partager des connaissances, des approches, des questions qui fait la différence. Et c'est pour ça que ça nous animait de réfléchir aussi avec vous à comment est-ce que ces réseaux peuvent naître ici et là. Et pardonnez-moi, c'est un peu émouvant. Le point de l'affaire, c'est quoi? La lumière décline et on va entrer dans des périodes sombres. Moi, j'ai pas envie d'être tout seul. Et pourquoi pas passer des alliances avec le monde vivant autour de nous et pourquoi pas passer des alliances entre nous? Moi, je vous remercie. Les personnes présentes dans la salle ce matin-là devaient ressentir de bien des façons le message et l'émotion de Baptiste Morisot dans son discours. Et peut-être que vous aussi, vous ressentez des émotions contradictoires entre l'ombre que Baptiste décrit et dont beaucoup d'entre nous avons conscience, et la lumière qui perce, représentée par l'incroyable richesse de ces fermes qui se réunissent pour faire de la place pour tout le vivant. Si ces fermes sont encore trop peu nombreuses, elles rayonnent fort. Dans les prochaines parties de ce reportage, on explorera ensemble, justement, comment créer ces alliances entre humains, par qui se faire accompagner, pour que le vivant revienne à toute allure sur nos terres. Oui, à toute allure. Merci alors, Baptiste, Elsa, Marianne, Marie-Ève et Vincent, de m'avoir permis de les enregistrer pour cette première partie. Merci aux personnes qui me soutiennent sur Tipeee et qui ont permis de payer mes frais de déplacement pour aller capter cette journée et vous en transmettre l'essence ici. Alors, comment vous sentez-vous après avoir écouté cet épisode ? Je vous invite à prendre juste un petit moment pour ressentir ce qui se passe à l'intérieur de vous. Si vous souhaitez m'encourager à continuer à développer mon travail, vous pouvez me soutenir sur mon Tipeee Agroécologie Voyageuse. Une autre manière de me soutenir est de mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et laisser un petit commentaire. Vous pouvez aussi partager cet épisode à 3 personnes qui pourraient être intéressées par ce sujet et suivre le podcast Agroécologie Voyageuse sur Instagram. Si vous souhaitez être tenu informé de la sortie des prochains épisodes, je vous invite à vous inscrire à ma lettre d'inspiration agroécologique, le mycélien. Tous les liens sont dans la description du podcast. Prenez bien soin de vous et surtout, n'oubliez pas, ne soyez pas expert, soyez vers de terre.